Salut Internet. Hop 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 hop, je t'arrête tout de suite. Avant que tout ça commence, il faut que tu cliques sur cette vidéo. C'est la deuxième partie de ce que tu es en train de regarder. Dedans, avec Margot, on vous donne nos meilleurs bons plans pour passer une journée de rêve à New Delhi. Non mais clique, t'inquiète pas, la vidéo elle s'ouvre dans un autre onglet, tu pourras la regarder après, ça va pas couper celle-ci, tout va bien. Ok, la vidéo peut commencer maintenant. Déjà, on va se faire un point géographie. New Delhi, c'est la capitale de l'Inde et c'est situé ici, au sein de la ville de Delhi. Ouais, c'est une ville dans une ville. D'ailleurs, Delhi est elle-même un territoire de la capitale nationale de Delhi qui donc englobe Delhi et des morceaux de... Bon, bref, je sais, c'est le bordel. Ce qu'il faut retenir, c'est que New Delhi, 250 000 habitants, Delhi, presque 17 millions d'habitants et capitale nationale de Delhi, attention, 46 fucking millions de personnes. Il y a un petit peu de monde. Et 7 lieux insolites dont je vais vous parler, ils se trouvent presque tous dans New Delhi. Mais bon, j'avoue, il y en avait certains juste autour qui étaient un petit peu stylés et je les ai inclus. Vous m'en tiendrez par rigueur, hein, c'est cool. Donc pour ceux qui l'ignorent, j'ai eu la chance de passer plusieurs jours cet été à New Delhi avec ma copine Margot, de la chaîne Les Astuces de Margot, si tu connais toujours pas. Et puis comme à Las Vegas, on a voulu chercher des lieux un petit peu insolites. Et ben mon gars, on est tombé sur des trucs, on regrette pas trop le voyage. En plein milieu de New Delhi, Jantar Mantar, c'est un parc qui semble sorti de l'espace. Ok, il y a de la pelouse, hein, des petits arbustes, enfin, comme tous les parcs, mais ce qui le rend insolite, ce sont les énormes structures qu'il y a un petit peu partout dans le parc. Alors la question c'est, est-ce qu'avec ces simples images, vous arrivez à comprendre à quoi servait cet endroit? Ouais, parce qu'à une époque, ça a une utilité, hein, c'est pas juste de l'art contemporain un peu chelou. Ce truc, c'était juste l'un des plus grands observatoires astronomiques du continent. Rien que ça. Bon. Faisons un peu d'histoire. En 1724, c'est l'empereur Muhammad Shah, ou de son nom complet... Ouais, non, on va rester sur Muhammad, hein, c'est pas mal. Bon, donc c'est lui qui règne sur place. Ce mec, il fait partie de la dynastie des Moghols. Et non, je vous vois déjà venir, ça n'a rien à voir avec les Mongols. Hein. Les Mongols, ils viennent de Mongolie. Les Moghols, c'est un peuple qui a vécu en Inde. Donc en 1724, c'est déjà le déclin des Moghols, hein, qui règnent sur l'Inde depuis plus de 200 ans. Bon, quelques années plus tard, les Perses viendront un petit peu leur taper dessus. Et puis par la suite, on rentrera en mode full colonisation avec les Anglais, enfin bon. Et si je vous parle de 1724 depuis tout à l'heure, bah, c'est parce que c'est à cette date-là que le chef moghol, là, le Muhammad avec le nom un petit peu... Bon. Bref, c'est à cette date-là qu'il a demandé au Maharaja de construire cet observatoire. Bon, le truc, il a salement été amoché en 1857 pendant la première guerre d'indépendance de l'Inde. Ouais, déjà à l'époque, les Indiens, ils en avaient un petit peu marre d'être colonisés par les Anglais, ils ont un petit peu tout cassé. Enfin, bon. Mais bon, depuis, le gouvernement, il essaye de restaurer Jantar Mantar comme il peut. Bon, c'est coûteux et ça semble se dégrader assez vite. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu quand on était sur place. Et pourtant, on voyait des ouvriers en train de retaper le truc. N'empêche, quand tu te dis qu'il y a 300 ans là, ces énormes trucs, ils pouvaient prédire les mouvements du soleil, de la lune et même des planètes. Non mais c'est assez dingue quoi. D'ailleurs, l'empereur il a tellement kiffé Jantar Mantar qu'il en a fait construire 4 autres partout dans le nord de l'Inde. Le gars il aimait bien son petit truc quoi. Bon, comme chaque épisode de cette nuit insolite, voici l'étape bouffe. Oui, Doc7, il aime bien manger. Et ben, mon dieu, ce que j'ai pas été déçu de The Spice Route. Ouais, c'est le nom du resto en anglais, hein, ça veut dire le voyage, le trajet des épices. C'est un resto, ma foi, très haut de gamme, hein, qui se trouve au sein d'un hôtel de luxe, qui s'appelle lui-même l'Impérial, ça veut tout dire. Bon alors, non, c'est pas totalement de la cuisine indienne, hein, c'est vraiment de la cuisine asiatique, il y a un peu de tout, mais à la limite, ça, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le cadre. Parce que franchement, là-bas, la nourriture, c'est secondaire. On a eu droit avec Margot à un tour de l'endroit et c'est ouf. Déjà l'entrée hein, et donc la sortie, elle est vachement particulière. C'est une espèce de quadrillage de plein de colonnes comme ça, mais vachement serré. Tu vois qu'une seule personne peut passer en même temps. Puis comme c'est situé à l'entrée et donc à la sortie du resto, bah, ça symbolise un petit peu ton entrée dans la vie et ta sortie dans la vie. Parce que c'est les deux événements que tu fais tout seul a priori. Enfin remarque, non, si tu nais jumeaux, ouais, enfin vous sortez pas en même temps, enfin vous sortez en... Non, tu sors tout seul. Oui, non mais c'est ça, tu sors tout seul, hein, c'est... Bon bref. Et oui, je vous préviens, c'est assez philosophique hein, comme concept. En tout, il y a 9 sections dans le resto, toutes plus spé les unes que les autres. Il y a par exemple un coin plutôt sympa hein, où au plafond il y a plein de petits dessins du Kama Sutra. C'est pour montrer le côté matérialiste de chacun. Ça j'avoue c'était assez... Bon bref, à côté de la cuisine aussi par exemple, il y a un tableau qui est inachevé. Ça représente la créativité de chacun et donc la créativité en cuisine. Il y a aussi un coin pour les amoureux où c'est le seul endroit du resto où il y a des tables pour deux. Et d'ailleurs c'est le seul endroit dans le resto où il y a une colonne en pierre et pas en bois. C'est pour symboliser la...
Tu vois, la solidité de l'amour, quoi. Il y a aussi un coin richesse avec une immense table où apparemment il y a plein de contrats super importants en Inde qui ont été signés. Enfin bon, le mec qui a fait ça, t'as l'impression vraiment qu'il a pensé à tout. Et c'est rien de le dire, hein, parce que Rajiv Sethi, c'est son petit nom, il lui a fallu 7 ans pour designer l'intérieur du resto. 7 ans, mec. Il a tout peint tout seul, au petit pinceau et tout. Non mais t'imagines le délire. Enfin bon, bref, c'est beau, c'est pur, et franchement, c'est un petit peu insolite. Même si bon, pour le prix, la bouffe, elle est pas méga ouf. Oscas, c'est là. Ça se trouve à South Delhi, au sud de New Delhi. À la base, c'est un énorme quartier qui s'est construit autour du complexe Oscas. Et vous le voyez, le complexe en lui-même, c'est plein de vieux bâtiments éparpillés dans des jardins magnifiques et à côté d'un immense lac. D'ailleurs, ça veut dire ça, Oscas, c'est le lac ou le réservoir d'eau royal. Attention, ça pose le décor, quoi. Bon, et donc, à côté du complexe, hein, mais toujours au sein de Oscas, il y a un endroit assez insolite que les gens du coin appellent le Oscas Village. Super mal prononcé. Le Oscas Village. Bon, t'as compris. En gros, si tu cherches le coin bobo, hipster, branché, hype de Delhi, t'es au bon endroit. C'est juste un dédale de petites rues semi-piétonnes mais bondées de magasins, de galeries d'art, de bars et de restos à la mode. Nous par exemple avec Margot on s'est arrêté devant une petite entrée qui payait pas de mine. On a descendu les marches et puis quand tu tournes à droite, waouh, la caverne d'Ali Baba. Dans une toute petite salle, il y a plein de posters, de vieilles boîtes en métal, des vieux calendriers, enfin tout un bric-à-brac de trucs seulement dédiés à la culture indienne. D'ailleurs je vais vous montrer, c'est de là dont on a ramené une vieille boîte en métal complètement rouillé et ce vieux calendrier avec, j'imagine, une vieille star de Bollywood. Enfin, je sais pas, c'est tout écrit en hindi et je comprends pas. Bon, et me demandez pas non plus pourquoi on a acheté cette boîte, hein. C'est vieux, c'est rouillé, ça a coûté un bras. Je sais pas, on doit être peut-être un peu hipster dans l'âme, un truc comme ça. Enfin bref, tu l'auras compris, si t'es branché art et douceur de vie, le Oscas Village, c'est exactement fait pour toi. Bon, le musée international des poupées, je suis un petit peu deg, je l'avoue. Je suis obligé d'en parler parce que c'est juste trop méga stylé comme endroit. Mais d'un autre côté, l'accueil que j'ai reçu, il était... Enfin bon, je vais m'en souvenir quoi. Bon, je commence par les côtés positifs. Le musée, il a été fondé par ce monsieur. Et en Inde, ce monsieur, il était très connu parce que c'était un dessinateur humoristique qui a beaucoup œuvré pour le peuple. Dans les années 50, par exemple, il a créé une maison d'édition de bouquins uniquement consacrée aux livres pour enfants. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ça n'a rien à voir, hein, mais j'ai trouvé leur catalogue 2010 en ligne, donc je vous le mets en description, voilà. Comme ça, c'est gratuit. Enfin bref, le mec, c'est un bel exemple d'humaniste. Et puis un jour, il a reçu en cadeau une poupée autrichienne. Et là, ça a fait tilt dans sa tête. Eureka, je vais faire un musée des poupées. Ouais, bon, ok, c'est pas évident à comprendre, hein. Moi non plus je comprends pas trop la démarche, mais bon. Quoi qu'il en soit, le musée il ouvre en 1965 dans les locaux de la maison d'édition et il compte aujourd'hui plus de 6500 poupées qui viennent de 85 pays différents. Bon, il y a plusieurs sections hein, par continent et l'ensemble est assez kitsch. On reste en Inde, ça reste un petit peu kitsch. Mais honnêtement, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir des vieilles poupées japonaises de samouraïs côtoyer des poupées russes, vous savez là, c'est les poupées qui s'embriquent l'une dans les autres. Et puis à 2 mètres de là, t'as une collection de poupées Barbie, enfin ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est quand même méga stylé. Bon, je vous parlais au début de l'accueil horrible que j'ai reçu au début. En fait, j'ai voulu filmer tout bêtement à l'intérieur du musée, hein, pour vous faire de belles images pour cette vidéo, mais non, interdiction. J'ai eu beau leur dire que bon à mon niveau, ça ferait une petite pub pour eux au sein d'un éventuel public de touristes francophones. Non. J'ai eu beau essayer de donner un petit peu d'argent aux mecs à l'endroit. Non, ça je déconne, c'est pas vrai, j'ai pas essayé. Ils ont dit non. J'étais un petit peu fâché. Bon, je comprends dans le fond, hein, c'est normal que certains musées refusent les caméras. Ils ont juste qu'à ce moment-là, je l'ai pris mauvaise, quoi, voilà. Ça, c'est vraiment un lieu impressionnant. Déjà, il s'appelle le Temple du Lotus parce qu'il ressemble à une fleur de lotus. Ouais, merci Captain Obvious. Bon, et je dois vous le dire, je voulais pas parler de religion dans cette vidéo. Et dans n'importe quelle vidéo en fait, parce que malheureusement, c'est plus un sujet qui divise plutôt qu'il rassemble. Et c'est triste. Sauf que là, pour le coup, le Temple du Lotus, je devais en parler. C'est un bâtiment religieux assez spécial qui a été construit par les membres de la foi Baha'i. Là, tu te demandes, qu'est-ce que c'est que ce truc que la foi Baha'i? Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Je suis là pour ça, Doxyven à ton service, je vais t'expliquer. Le bahaïsme en fait c'est une religion comme les autres, c'est juste qu'il y a moins de pratiquants dans le monde donc on en parle un petit peu moins. Et donc c'est à partir de là que je dois faire attention à chacun de mes mots pour ne froisser personne. Je crois que c'est difficile pour certains d'entre vous d'imaginer la pression qu'on a quand on fait une vidéo qui va être vue des centaines de milliers de fois et qu'au moindre mot défaillant, tu te fais défoncer dans les commentaires et c'est pas très agréable. Bref, le bahaïsme c'est une religion fondée en Iran dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et eux leur credo c'est la paix sur terre. Pour eux tous les prophètes
prophètes des autres religions, ils parlent en fait du même Dieu. Moïse, Jésus, Mohamed, enfin et même Adam, Noé, Abraham, tous ces gars-là, ils parlent tous du même Dieu. En gros, dès que l'histoire évolue, t'as un nouveau prophète qui apparaît pour réadapter les enseignements de la religion à l'époque actuelle. Il y a des lois qui ont été écrites il y a X milliers d'années qui ne sont plus trop en accord avec le monde actuel. Donc faut savoir se renouveler. Et pour eux, c'est ça, tous les prophètes des différentes religions. Je vous arrête tout de suite parce que j'ai l'impression que je vends un petit peu trop bien cette religion. Moi je vous le rappelle, je suis complètement athée, mais je suis un petit peu comme mon pote Guidi Chandelier. Je suis assez passionné par la théologie, par l'étude des religions. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis tu peux très bien être sans religion et pourtant en étudier certaines, l'un n'empêche pas l'autre. Bref, on s'éparpille, revenons au temple du Lotus. Comme je vous le disais, c'est un bâtiment très spécial parce que pour le visiter, vous n'avez pas besoin de faire partie de la foi Baha'i. Non mon gars, le temple il est ouvert à n'importe qui, de n'importe quelle religion. Non mais faut vraiment t'imaginer le truc mec, le temple il est au milieu d'un immense parc, et puis le petit chemin là qui fait quelques centaines de mètres pour rejoindre le temple, il est blindé de personnes de religions différentes. Je croise des hindous, des bouddhistes, des musulmans, des juifs, il y a tout le monde, toutes les religions. Et ils vont tous prier au même endroit. C'est ouf comme concept. Bon, il y a des petites règles quand même, histoire de pas froisser les gens des autres religions que la tienne. Déjà, oui, tu peux lire tes textes religieux à voix haute, tu peux même les chanter si t'as envie, mais n'importe quel sermon est interdit. Et puis il y a plein d'autres petites règles comme ça, genre les instruments de musique qui sont interdits parce qu'il y a certaines religions qui kiffent pas trop ça. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un lieu où n'importe qui, de n'importe quelle nationalité, pays, religion, homme, femme, vieux, jeune, peut venir vivre sa religion, la célébrer en n'importe quelle langue. Non, et puis entre nous, rien que niveau architecture, il claque le truc. Allez, j'allais oublier, petite anecdote, le temple du Lotus, c'est juste le monument le plus visité d'Inde chaque année. Et oui, devant le Taj Mahal. On dirait pas comme ça. Pour le coup, je peux pas trop faire monter le suspense, c'est écrit dans le titre, je vais vous parler d'un hôpital pour oiseaux. Déjà, quand je parle d'hôpital, je devrais plus dire clinique, parce que c'est pas très grand, il y a une salle principale de réception, et puis deux immenses couloirs blindés de dizaines de cages d'oiseaux sur les côtés. Un petit peu d'historique. L'hôpital est situé au sein d'un complexe, juste à côté d'un temple jaïn. Ouais, le jaïnisme, encore une religion dont j'ignorais l'existence avant ce voyage en Inde. Et encore, je vous ai pas parlé des Sikhs, enfin, je vous en parle dans le 24 heures, mais pas dans cette vidéo. Bref, je rentre pas dans les détails, mais le gros délire des jaïns, c'est que tous les animaux sont complètement égaux. Alors, bien entendu, ils sont tous végétariens, mais il y en a certains qui poussent le délire un petit peu plus loin. Par exemple, il y en a certains qui vont balayer tout le temps devant eux, pour être sûr d'écraser aucune petite bête. Il y en a d'autres qui vont toujours porter un masque pour être sûr d'inhaler aucune petite bête. Et dites-vous, il y en a même qui ne vivent que de jour pour pas avoir à allumer de lampe qui pourrait attirer des insectes qui pourraient se cramer dans la lampe, tu vois. Ils poussent vraiment le truc loin. Bon ok, je m'en moque un peu, mais j'avoue que l'idéologie en elle-même, elle est bien stylée. Elle est complètement utopique, on s'entend, elle est quand même bien stylée. Et donc dans les années 50, ils ont ouvert cet hôpital qui est entièrement gratuit, qui ne dépend que des dons des fidèles et des visiteurs qui veulent bien donner quelque chose. D'ailleurs oui, tout le monde peut le visiter. Bon, ça reste l'Inde, donc niveau hygiène, c'est un petit peu bof, mais l'esprit est vraiment là. Tous ces pigeons, ces aigles, ces canards qui sont apportés par la population, ils ont une chance de s'en sortir. D'ailleurs, il y a plus de 75% de taux de guérison, c'est dingue. Enfin bref, quand tu connais le taux de pauvreté du pays, tu te dis qu'un truc pareil en plein milieu de la ville, ça redonne foi en l'humanité. Avant de vous parler de ce musée, je dois vous parler du système de caste en Inde. Depuis très longtemps, la population elle est divisée en castes. Tu nais dans une caste, et tu y restes toute ta vie, même si tu évolues les échelons sociaux. La plus basse de ces castes, et encore, elle est tellement basse qu'ils la considèrent même pas comme une caste, ils s'appellent les intouchables. Et c'est pas les intouchables en mode demi-dieu, non, c'est plus, ils sont tellement bas, genre au même niveau que les rats, que t'as pas trop envie de les toucher, tu vois, faut pas les toucher, c'est des intouchables. Déjà, ça pose l'ambiance du truc, quoi, c'est fun comme système. Alors ok, les lois actuelles condamnent absolument tout ce système de caste, mais dans la pratique, ça existe encore. Je vais vous raconter un exemple que j'ai vu moi-même pendant le séjour avec Margot. Je vous l'avoue, on logeait dans un quartier un petit peu riche. Et puis en après-midi, il y a le voisin qui rentre chez lui avec un rickshaw. Le rickshaw, c'est les espèces de petits motos-taxis là qui coûtent pas cher. Et le mec, il décide tout simplement de pas payer son taxi parce que lui, il est de la classe la plus haute et que le chauffeur, c'est un intouchable. Alors tu m'étonnes, l'intouchable, c'est son gagne-pain, donc il réclame un petit peu sa thune. Et là, posé dans son garage, le riche, il commence à étrangler le chauffeur, tranquille comme ça. Alors heureusement, il y a plein de gardes qui protègent toutes les propriétés de la rue, qui sont intervenus pour sauver le mec. Et dans la pratique, s'il avait tué le mec, il aurait pas risqué grand chose. Je veux dire, il est tellement blindé de thunes comparé à la famille du pauvre intouchable. Les mecs, ils auraient même pas pu payer le procès, quoi. Bon, encore une fois, ok, c'est un exemple méga extrême, mais c'est pour vous dire que oui, ça existe encore ce système. Et dans les années 70, il y a un mec qui en a eu marre. Ce mec-là, il s'appelle Monsieur Patak et il a fondé Sulabh International. C'est une organisation qui bosse à améliorer la qualité de vie des intouchables. Et c'est au sein des locaux de cet organisme que se trouve le musée des toilettes. Vous vous demandez le lien peut-être. Dites-vous que les intouchables, ils sont tellement pauvres et la grande majorité, ils vivent tous dans la rue, c'est pas rare d'en voir le long de la route en train de faire leurs besoins, comme ça, tranquille, et puis ils remontent le froc, ils s'en vont. Je veux dire, les gens, ils sont tellement dans la misère
qu'ils ont même pas la base des toilettes. Et ça, c'est un des gros chantiers de l'organisation. Aider les plus pauvres à avoir accès aux simples sanitaires. Et je peux vous dire, il y a du boulot. Et en fait, c'est pendant la visite du musée que le guide il t'explique tout ça. Alors je peux te dire que tu te prends une claque à la fin. Le musée en lui-même, il est pas très grand. C'est une immense salle qui retrace en gros l'histoire, l'évolution des toilettes à travers le monde. Ça va de photos de fouilles archéologiques qui montrent les premières toilettes de l'histoire aux toilettes actuelles de la NASA dans l'ISS, le truc de fou qui coûte des millions de dollars. Déjà, niveau culture G, c'est cool comme visite. Mais le truc le plus cool, c'est à l'extérieur du musée qui se trouve. Il y a plein d'exemples de toilettes inventées par l'organisation. Des toilettes écolo qui coûtent presque rien et qui sont super simples à mettre en place. En gros, il y a deux énormes trous. Pendant 2 ans, tu remplis un trou et puis quand il est plein, tu changes, tu remplis l'autre trou. Ça te reprend 2 ans. Sauf que pendant les 2 ans du deuxième trou, le premier trou, ça s'est tout transformé en compost. Donc il te suffit de l'enlever et puis de recommencer. Et en plus, tout le compost, mon gars, c'est bon pour les plantes. Et puis vu qu'une bonne grosse partie de ces familles pauvres, en plus, sont des agriculteurs, mais c'est un méga cercle vertueux. Bref, ce musée, je voulais au début le mettre dans le classement juste pour me marrer parce que c'est drôle comme nom, un musée des toilettes. Et au final, je suis ressorti de là avec une foi en l'humanité, mais là-haut quoi. Il y a vraiment des mecs bien sur Terre. Franchement, j'étais obligé de mettre ce musée en première position. Nous, on est vraiment resté sur le cul en le visitant. On pensait vraiment que ça allait être un gros troll comme ça à mettre dans la vidéo. Et au final, ça nous a tellement ouvert les yeux sur la réalité du pays et de la pauvreté dans le monde, ça donne vraiment une claque. Bref, je sais que la vidéo est déjà assez longue comme ça, mais si le sujet vous intéresse, il y a une deuxième vidéo, celle dont je vous ai parlé au début. Donc, c'est le moment de recliquer. Elle est là, elle se trouve sur la chaîne qui s'appelle Aventure à 2, que je tiens avec Margot, et elle est plutôt cool. En gros, comme on a fait le voyage ensemble, on en a profité pour tourner une vidéo qui s'appelle 24 heures à New Delhi. Tu vois, si t'as que 24 heures de transit ou que t'as pas trop le temps ou que tu te déplaces ensuite dans l'Inde, on te compile un petit peu tous les meilleurs endroits, les meilleurs timings, les meilleurs restos. C'est vachement cool. De mon côté, je suis vraiment ravi de pouvoir vous partager ce genre de vidéos. Je suis absolument passionné de voyage. J'essaye d'en faire 1 ou 2 par an parce que ça coûte quand même de l'argent. Et puis, vu qu'en plus j'adore découvrir des lieux insolites, tu vois, c'est la bonne solution pour faire une vidéo, quoi. Et puis, entre nous, je sais très bien que ce genre de vidéo fait vachement moins de vues que le reste de la chaîne. On s'en bat les couilles, non? Donc voilà, si vous voulez en voir plus, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On ne sait pas encore quelle sera la prochaine destination, mais je pense que ce sera tout aussi cool. Et puis, comme le premier épisode, là, donnez-nous des idées en commentaire. Allez, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet!